François Casmayor à la technique, Jean-Paul Pascal au micro, c'est La Voix au chapitre. Au renvoi au chapitre aujourd'hui, Gérard Roger, fidèle de cette émission et patron de Complice Édition. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous êtes venu avec vos deux poulains. Tout d'abord Jean-Marie Paulet qui publie Charlemagne et moi. Bonjour Jean-Marie Paulet. Bonjour. Et pour commencer cette émission, j'accueille André Poirot pour Seul temps sur les jumeaux, paru également chez Complice Édition. Alors on va parler un peu de vous, si vous voulez bien, d'abord André Poirot, mais de toute façon, rassurez-vous, Jean-Marie Paulet, votre tour viendra. Ne vous inquiétez pas. Oui, ne m'inquiète pas, ne m'inquiète pas. André Poirot, vous êtes originaire de la Bresse et vous vivez aujourd'hui à Quessargues. Qu'est-ce qui vous a amené dans la banlieue de Nîmes? C'est le soleil, la corrida, la romanité, autre chose encore, le bon vin peut-être? Non, c'est la région, on va dire, la région. J'y allais en vacances depuis très très longtemps. Et j'étais à cette époque, je travaillais à Marseille. Et puis je me suis installé à Nîmes parce que Marseille, je me plaisais pas. Je me suis installé à Nîmes et j'avais monté un bureau d'études à cette époque. Et voilà, je m'y suis plu et j'y suis resté. Voilà, donc vous n'êtes pas venu prendre votre retraite à Nîmes, en fait. Ah vous non, étiez non, déjà... non, j'ai travaillé... Non, je suis à Nîmes depuis 25 ans. Voilà, donc vous avez une carrière professionnelle dans l'industrie, et puis donc dessinateur dans un bureau d'études, c'est ça? J'étais dessinateur dans un bureau d'études, et puis après j'ai monté mon bureau d'études moi-même, et je me suis jamais été installé à l'époque à Quessargues. Et j'ai terminé ma carrière à Quessargues. Bon, et vous êtes resté parce que vous y étiez bien. Ah oui, c'est vrai que c'est un endroit où il fait bon vivre. Bien sûr, oui. On est déjà un peu à la campagne. Ah oui, parce qu'on descendait des Vosges. On descendez des Vosges. Ne cassez pas le matériel, s'il vous plaît. Des Vosges, je suis passé par la région lyonnaise pendant 10 ans, et après à Marseille, et après je me suis installé définitivement. Ah oui, vous avez fait une descente progressive vers le midi. Vous avez raison, il vaut mieux s'habituer progressivement. Oui. Donc, peu de choses vous relient à la littérature, a priori en tout cas. Rien. Mais vous venez quand même de publier un roman. C'est une envie d'écrire qui vous est venue à la retraite, ou c'est quelque chose que vous portiez depuis longtemps? Disons, c'est quelque chose qui me plaisait déjà avant, mais la retraite, on a du temps. Déjà, et c'est vous qui le dites, hein. Si, quand même. Si. Le temps qu'on n'a pas quand on travaille. Ouais. Quand on travaille, se trouver encore du temps pour écrire, c'est difficile, quoi. Donc, c'est effectivement à la retraite que je me suis mis à écrire. J'ai commencé par participer à un journal participatif, d'ailleurs. J'ai commencé à écrire des articles, des choses comme ça, des petites choses comme ça, et puis voilà, aujourd'hui je me suis dit il faut peut-être que tu ailles un peu plus loin, et j'ai écrit ce livre-là. Voilà, vous parlez de médias participatifs, il s'agit d'Agoravox, qui est un média citoyen, c'est du moins le titre qu'il se donne. Alors vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit et pourquoi vous êtes investi là-dedans? Pourquoi? Parce que j'avais envie de participer à ça, quoi. Donc j'ai commencé à écrire quelques articles, j'ai commencé par les voyages. Bon, c'est vrai que j'étais allé à Madagascar, j'ai commencé par écrire mes voyages à Madagascar, et puis d'autres choses aussi sur la politique, des choses qui me plaisaient pas, des choses qui m'amusaient, un peu d'humour, un peu de choses comme ça. Et j'ai écrit une 50aine d'articles, disons, sur les 2 premières années. Et après, j'ai ralenti beaucoup, je le sais un petit peu, parce que c'est un média quand même où il y a un peu trop comment je dirais, un peu trop de contradictions, un peu trop de gens pas très honnêtes, on dira, pas très... Voilà. C'est en même temps aussi le risque du collaboratif. C'est un espace de liberté formidable. Oui, bien sûr. Mais du coup, n'importe qui peut s'y exprimer. N'importe qui, et il y a des gens qui polluent un petit peu ce milieu, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Enfin, j'imagine que c'est modéré quand même. C'est modéré, mais avec un décalage très souvent. Donc c'est pas bien, parce que vous avez des gens qui ont participé, puis après vous trouvez des modérations qui coupent complètement le fil de discussion. C'est un peu bizarre, c'est un petit peu... D'accord. Enfin, c'est pas très bien modéré, je trouve. Voilà. Mais enfin, je pense que c'est une expérience intéressante, et ça... Oui, bien sûr. Ça fait partie des choses qui peuvent nous aider à nous forger une opinion en dehors des médias institutionnels. Ne serait-ce que pour ça, je crois que c'est bien. Voilà, et puis aussi, je crois que vous aimez bien le jazz, mais pas n'importe lequel. Je dirais plutôt le blues. Oui. Plutôt le blues nord-américain, qui est pour moi
Bon, j'aime ça, quoi. J'aime beaucoup. Le jazz, moins. Voilà, musicien aussi, peut-être, alors, non? Non, je me suis essayé un petit peu à la guitare, mais je suis mauvais, tellement mauvais que j'y arrête. On dit qu'un bon auteur, c'est aussi un grand lecteur. Vous êtes dans ce cas? Je suis un lecteur. J'ai été un lecteur, oui, dans ma jeunesse, beaucoup lu. Et puis après, beaucoup de revues techniques dans ma profession. Et après, effectivement, je ne suis pas un très très gros lecteur, non. Ah ouais. Mon épouse est une lectrice... très beaucoup plus assidu que vous. Oui, ouais. beaucoup plus. Oui. Alors précisément, quand vous n'êtes pas auteur mais lecteur, est-ce que vous avez des genres favoris ou des auteurs qui vous ont marqué? Votre titre fait un peu penser à San Antonio. Hein. Oui, le titre, oui, mais enfin le titre plutôt. C'est un choix difficile, le titre, on va dire. C'est un choix de l'éditeur, c'est ça? En partie, mais c'est une discussion qui a eu lieu entre nous. Oui. D'accord. C'était pas mon choix à moi, mais bon, c'était une discussion. Ouais. Voilà. Alors donc finalement, vous ne vous avez pas parlé de vos goûts littéraires. Hein. Eh bien, moi, je dirais plutôt... aujourd'hui, je me suis mis à relire des choses par exemple, L'étranger de Camus, des choses comme ça, des trucs qui m'ont marqué, quoi. J'ai repris dans les polars, je viens de relire Le Faucon maltais d'Achille Lamette. J'ai trouvé ça fantastique, quoi. J'avais lu il y a... C'est toujours dans ma bibliothèque, mais je l'avais lu il y a 20 ou 30 ans, je sais pas, je ne saurais pas le dire. De toute façon, il paraît qu'à partir d'un certain âge, on ne lit plus, on relit. Oui, je relis. Aujourd'hui, j'ai plus tendance à relire, mais je lis quand même, parce qu'il y a beaucoup de livres qui arrivent. Bon, ma fille travaille aussi dans le milieu un petit peu littéraire, donc il y a toujours plein de livres qui arrivent à la maison. Donc, elle n'est pas présidente d'Actes Sud, non, pas du tout. Non, elle travaille à Sorens, c'est autre chose, donc c'est déjà... Ouais. Alors oui, pardon, allez-y. Oui, allez-y. Non, mais j'avais fini là. Pour ce premier roman, donc vous avez fait le choix d'un genre qui est à mi-chemin entre le polar, l'espionnage, le roman d'aventure, hein, qui va nous conduire à Nîmes, à Avignon, dans les Alpes, mais aussi dans des endroits plus exotiques comme Madagascar. Alors apparemment, si j'ai bien compris ce que vous avez dit préalablement, c'est un pays que vous connaissez. Je connais un petit peu, oui. Je suis allé 2 fois. Enfin, c'est pas beaucoup, mais je connais un petit peu et surtout l'avantage de connaître les Malgaches, d'avoir vécu avec eux, d'avoir vécu dans leur famille, d'avoir participé à leurs travaux, enfin tout ça. Donc voilà, Madagascar, j'ai beaucoup apprécié et j'y retourne du jour au lendemain. Si vraiment je pouvais, à la limite, j'irais 1 fois par an, quoi, au moins. Voilà, c'est un pays qui me plaît, voilà. Oui. Et avec des gens assez formidables aussi. Les gens sont très ouverts, très sympathiques, un peu roublards comme souvent, un petit peu, mais très gentils, très gentils et très pas malheureux comme on pourrait le croire. Hein. Si dans les villes peut-être, mais dans les campagnes ils sont pas malheureux. Ils vivent, ils connaissent peut-être pas la modernité, mais ils vivent très bien. Oui, comme quoi on peut très bien se passer de smartphone, éventuellement d'Internet. Absolument. Même parfois de radio, en fait, non, quand même pas. Encore que même dans les campagnes, on les voit volontiers avec leur téléphone à la main. C'est vrai. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé d'un voyage à Madagascar relativement récent, où dans les endroits les plus perdus de la brousse, on voit des gens avec un téléphone portable. Absolument. Ils ont quand même aussi quelque part un fil à la patte. Hein. Oui, on essaye aussi de les polluer de ce côté-là. Alors, avant d'aller plus avant, vous pouvez peut-être nous donner un bref résumé de ce roman. Alors, ce qui sera peut-être un peu difficile, hein, parce que les histoires s'entremêlent, il y a des rebondissements à chaque coin de page, et en plus, il est important quand même de ménager le suspense, mais voilà, je suis certain que vous allez nous faire ça très bien. Il faut les faire bosser les auteurs quand ils viennent. Oui, tout à fait. Voilà. Mais j'ai remarqué que c'est toujours un moment redoutable pour les auteurs quand ils doivent faire un résumé de leur livre. Jean-Marie Paulet, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Oui, enfin, vous ne riez pas parce que vous allez y passer tout à l'heure. Non, mais c'est un exercice difficile, c'est vrai. C'est vrai que c'est très compliqué, quoi. Je veux pas m'étaler non plus sur les détails. Donc effectivement, bon, à l'origine, je voulais parler d'une histoire de jumeaux, mais c'était pas du tout une histoire où il y a mêlé à l'espionnage et c'était plutôt une histoire de concurrence, on dirait, entre les jumeaux. Puis après, ça m'a paru tellement compliqué puis j'arrivais pas à faire des pages avec ça, quoi.
Donc j'ai mêlé un petit peu une histoire effectivement de policiers, comment je dirais ça? Aidez-moi. Oui, c'est un peu d'espionnage. On a aussi une agente de la DGSE qui est très très sexy, comme dans tous les romans d'espionnage. Oui, il fallait un petit peu de piment, quoi. Donc ce piment, évidemment, avec une fille bien roulée, c'est mieux quand même. Et voilà, quoi. Donc l'histoire, c'est la concurrence entre les jumeaux d'abord à l'origine, et puis après un des deux qui disparaît, si on veut, dans un voyage à Madagascar. Il disparaît théoriquement dans un accident d'avion, enfin dans un attentat. Et donc le deuxième jumeau, lui, part à la recherche, etc. Enfin bref, de son frère, et il se trouve que finalement il n'était pas dans cet avion. Il y a eu toute une série de rebondissements qui font que voilà, et ils se retrouvent tous les deux à Madagascar à la recherche de la femme du deuxième jumeau, la femme qui a été enlevée par des terroristes, on va dire. Par un gang international. Absolument. Alors, comment est-ce qu'on construit une histoire qui est quand même... Alors, l'histoire est quand même assez complexe, mais ça ne déroute jamais le lecteur. Je rassure les auditeurs qui sont peut-être de futurs lecteurs. Comment est-ce qu'on construit quelque chose comme ça? Est-ce que vous partez... donc, vous nous l'avez dit, cette histoire de jumeaux qui sont fâchés, qui se séparent, puis qui se retrouvent. Vous partez de ça, et puis les épisodes viennent au fur et à mesure, ou bien est-ce que vous construisez quelque chose de très carré, de très précis, comme quand vous étiez dessinateur, et après vous brodez là-dessus? Justement, quand j'étais dessinateur, je partais aussi la même chose, un peu dans le brouillard, quoi. C'est-à-dire on part d'un élément de base, et puis on construit autour. Donc là, c'est pareil, je partais sur une histoire de jumeaux, et puis j'ai construit autour, c'est tout, mais j'avais pas de plan bien défini, j'avais pas de... Non, absolument pas. C'est venu au fur et à mesure, et on rajoute un chapitre, on en enlève un, on construit. Ça, c'est ce que moi je fais. Maintenant, j'ai pas de plan bien. Non, pas du tout. Voilà, il y a une structure, et puis on rajoute de la chair sur le squelette, en quelque sorte. Ouais. Alors moi, j'ai bien aimé ces personnages des jumeaux, là, Xavier et William, qui ont été très proches, comme seuls peuvent être les jumeaux, et puis qui se sont éloignés, qui se sont haïs peut-être même, et qui se retrouvent à tous les sens du terme dans cette aventure assez échevelée. Est-ce que vous avez eu des modèles pour ces personnages? Non, je suis pas. Vous n'avez pas de jumeaux? Non, si, mon frère a des jumeaux, mais quand même, ils sont petits, donc non, pas du tout, non, je suis pas parti de modèle, je suis pas, c'est l'idée des jumeaux m'est venue comme ça, mais non, j'ai pas du tout ce modèle. Et je suis en train de lire un bouquin en ce moment où c'est des jumelles, par exemple, et on a une des deux qui décède, etc. Enfin, c'était un petit peu, disons, la base de l'histoire. Je l'aurais vu plutôt comme le bouquin que je suis en train de lire en ce moment. Mais bon, c'est un petit peu plus psychologique, c'est un peu plus compliqué. Ouais, mais enfin, il y a quand même aussi une dimension psychologique là, dans votre roman, avec ces jumeaux, voilà, qui se rapprochent, qui s'éloignent. C'est un peu, je t'aime moi non plus. Voilà, c'est compliqué la relation. Gérard Roger, c'est un roman qui sort un peu du cadre de ce que vous publiez habituellement, quand même. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire? Déjà, la note du comité de lecture. Honnêtement, on n'a jamais eu une note aussi élevée que pour ce livre-là. Il a atteint 18, c'est rarissime. Je crois que c'est le seul livre qui a atteint une telle note. Alors pourquoi, je ne sais pas, peut-être parce qu'il y a du rythme, parce que ça change effectivement de ce que nous lisons habituellement. On sort beaucoup du terroir, on sort beaucoup du local, on est dans l'aventure, effectivement, il y a un peu de sexe, il y a un peu d'humour, voilà, il est très plaisant à lire, et je pense que c'est pour ça que nous l'avons sorti, tout simplement. Oui. André Paulet, là, depuis la sortie du livre, vous avez eu l'occasion de rencontrer des lecteurs. Je sais même que vous êtes retourné dans votre Brest natale pour une séance de signature. Quelles sont les réactions que vous recueillez? Pas assez, j'en recueille pas assez. Pas assez, pourtant je demande aux gens. Bon, les gens qui l'ont lu et puis qui viennent me voir, c'est qu'ils l'ont aimé forcément.
Les gens qui n'ont pas aimé viennent pas me dire ben non, c'était nul, quoi. Ouais. J'ai eu que des bonnes réactions, quoi. C'est vrai que j'ai eu que ça, quoi. Alors, j'imagine que vous n'allez pas en rester là et que peut-être un second roman est en route, là, ou bien est-ce que ces jumeaux vont rester fils uniques, hein? Un second roman est en route en ce moment, effectivement, mais il est peut-être beaucoup plus hard. Hein, oui, beaucoup plus hard dans quel sens? J'ose pas dire. Dites, on peut tout dire sur cette antenne. C'est un petit peu plus... Bon, c'est plutôt une histoire de je dirais... C'est toujours une histoire de mafia, de choses comme ça, mais c'est une histoire beaucoup plus sexuelle, on va dire. D'accord, bah écoutez, on l'attend avec impatience. Gérard, vous avez eu J'ai eu le premier écho, c'est aujourd'hui. Vous l'apprenez? Oui. Non, mais il n'est pas sorti, il n'est pas fini, On en est à 50%, peut-être un peu plus, 60% aujourd'hui. D'accord, bon, écoutez, je vous donne rendez-vous quel mois de l'année prochaine pour en parler alors? Oh, laissez-moi au moins 6 mois, au moins. D'accord, bah, écoutez, on voit ça début 2018 alors. Ouais, peut-être. D'accord. Bon, on va noter le rendez-vous sur nos agendas là, tout de suite après l'émission. En hiver, si c'est un livre chaud. Hein. Oui, oui. C'est une bonne idée. Pas chaud, oui. Voilà. Grille Verte 88.2, vous écoutez La Voix au chapitre, et aujourd'hui, dans La Voix au chapitre, après André Poirot, je reçois Jean-Marie Paulet qui vient aujourd'hui nous parler de Charlemagne et moi. Donc c'est un roman qui est paru chez Complice Éditions, mais j'aimerais bien que, comme pour André Poirot, nous parlions d'abord de vous et de votre enfance belge, hein, puisque vous venez, comme disait le journaliste sportif, d'Outre-Quiévrain. Vous êtes né dans les années 40 à Écossynes, dans le Hainaut. Oui. Vous confirmez? Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas la seule célébrité née à Écossynes. Julos Bocard, qui est quand même pas mal connu. Et qu'on entend assez régulièrement sur cette antenne. Voilà. Donc oui, j'ai eu une enfance magnifique dans un village qui l'est tout autant. Donc ça a très bien démarré. Et voilà, Déjà, quand vous étiez tout petit, vous vous intéressiez à la chose écrite comme lecteur, donc. Hein. Oui, comme lecteur, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on trouvait comme ouvrage dans votre bibliothèque d'enfants? Tintin. Oui. Spirou. Incontournable en Belgique. Hein. Et même ailleurs. C'est avec ces bandes dessinées que j'ai appris à lire. Ouais. J'ai appris à lire avant d'entrer à l'école primaire, d'ailleurs. Donc, c'est dire si la lecture, pour moi, c'était déjà quelque chose de très important. Voilà, quelque chose d'assez fondamental, même si j'ai bien compris. Ouais. Et alors, rapidement, là, dès l'enfance, je crois que vous avez commencé un peu à écrire, hein, un peu de tout, là, des articles, des sketchs, des poèmes. Oui, des petites choses, parce que c'est vrai que très tôt, j'ai eu cette envie d'écrire et de partager ce que j'écrivais. Oui, parce que au départ avec la famille, avec des amis, un peu plus tard avec des collègues, avec mes collègues à l'occasion de dîners professionnels, enfin des réunions d'anciens, des choses comme ça. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Ah, vous avez été vacciné avec une plume sergent-major, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors vous êtes devenu instituteur en 69. Oui, voilà. Et il vous a fallu attendre quelques années pour faire une rencontre qui a totalement bouleversé votre lien avec l'écriture, si j'ai bien compris. Hein. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce Paul Maheu qui n'est pas très connu quand même sous nos climats méditerranéens? Non, et c'est bien dommage. Même en Belgique, qui n'est pas très connu, pourtant c'était un homme extraordinaire, un poète magnifique, qui aurait dû vivre à notre époque avec les réseaux sociaux, etc., pour pouvoir se faire connaître un peu plus. Mais c'est vrai que j'ai rencontré ce monsieur dans un atelier d'écriture qu'il animait, et là, ça a été vraiment la grande découverte pour moi. Ça, là, j'ai trouvé vraiment ce que je cherchais depuis longtemps, les ateliers d'écriture qui m'ont permis de vraiment améliorer mon écriture, etc., m'ouvrir aussi à différents genres que je ne connaissais pas. Donc là, j'ai commencé à écrire plus au niveau poésie, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Voilà, c'est comme ça que les choses se sont
mise en route. Voilà, c'est une rencontre donc, qui a été à la fois une aventure littéraire, mais aussi une belle aventure humaine. Ah oui, tout à fait. Oui. Ah oui, absolument. Nous sommes devenus, avec Paul, nous sommes devenus amis. Et j'ai, en étant dans ces ateliers d'écriture, j'ai suivi une formation qui m'a permis de devenir à mon tour animateur d'atelier d'écriture, parce que j'avais cette envie chevillée au corps de partager ce plaisir d'écrire avec un maximum de personnes. Voilà, et c'est quelque chose donc qui ne vous a pas quitté, puisque vous continuez, je crois, à animer des ateliers d'écriture, depuis que vous êtes venu vous installer dans le Midi. Ça fonctionne comment un atelier d'écriture? Est-ce qu'on est encore dans un rapport enseignant-enseigné, celui que vous avez connu pendant toute votre vie professionnelle, ou bien est-ce que le ressort de la relation est quand même un peu différent? Ah, c'est tout à fait différent. Ouais. Justement, je ne voulais pas entrer de nouveau dans cette relation enseignant-enseigné. Donc les ateliers d'écriture n'ont rien à voir avec l'école, avec le fonctionnement de l'école. C'est un endroit de grande liberté où chacun peut s'exprimer comme il l'entend, avec simplement au point de départ des suggestions, des déclencheurs d'écriture qui permettent aux gens de ne pas se trouver bloqués devant une page blanche comme ça arrive trop souvent. Voilà, donc l'animateur de l'atelier d'écriture travaille à la fois sur la forme et sur le fond. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas à proprement parler dans l'atelier d'écriture. Enfin, dans mes ateliers d'écriture en tout cas. Là, l'atelier d'écriture est vraiment le lieu de création, avec, comme je disais, des points de départ qui peuvent orienter l'écriture vers de la poésie, vers une nouvelle, vers un récit humoristique, ou des choses comme ça. Mais chacun est de toute manière libre de faire ce qu'il veut du point de départ que j'ai donné. Donc avec le même point de départ, ça peut être une photo, ça peut être une phrase, ça peut être un texte, les gens font ce qu'ils veulent. L'un va partir sur de la poésie, l'autre va partir sur une histoire. Donc c'est vraiment la grande liberté. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de correction. Chacun partage ce qu'il a écrit avec les autres personnes de l'atelier et chacun accueille ce texte sans critique, sans jugement. C'est ce qui fait que les gens se sentent vraiment à l'aise dans mes ateliers. Voilà, plus dans un rôle de facilitateur en quelque sorte. Exactement. Plutôt là-dedans. À la retraite, vous avez choisi le soleil. Et oui. Et vous vous êtes retrouvé à Rochefort-du-Gard, j'y arriverai. Donc c'est tout près d'Avignon. Comment est-ce qu'on vit une rupture aussi totale que celle-là, qui met 1000 kilomètres entre vous et vos amis, votre école, votre famille, enfin votre histoire en un mot? Oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu curieux, mais c'est une rupture. C'était un projet que nous avions, mon épouse et moi. Et voilà, à la retraite, nous avions décidé de partir au soleil parce que le climat de la Belgique étant ce qu'il est, nous le supportions de plus en plus difficilement, je dois dire. Et donc voilà, nous venions très souvent en vacances dans la région, pas à Rochefort-du-Gard, que nous ne connaissions pas. Nous avons décidé, au cours de vacances, d'acheter quelque chose. Ça a pris 2 ans avant de trouver ce qu'il nous fallait. Et puis, l'agence nous a trouvé la maison qui nous convenait à Rochefort-du-Gard. Voilà. Est-ce que l'agent immobilier s'appelait Séverine, non? Non, mais mais un peu quand même. On va en parler. On va en parler. Voilà, donc là maintenant, vous savourez pleinement vos passions, l'écriture, on va en parler dans un instant, mais aussi la lecture. J'évoquais tout à l'heure vos lectures d'enfants. Quelles sont celles du retraité? Oh, celles du retraité sont celles du restant de ma vie, c'est-à-dire un peu de tout. Ça peut aller de San Antonio à des auteurs plus classiques que je revisite aussi comme Paul, en passant par Musso, d'I. Van Cowell-Hart, le nom m'échappe.
Et pourtant, c'est un Belge, c'était Emmanuel Schmitt. Oui. Voilà, c'est très. Bon, donc c'est quelque très chose de vaste. très éclectique, en Oui, effet. Hein. oui, tout à fait. Alors, je sais que vous avez aussi une passion pour le théâtre. Hein. Bon, vivre à un jeu de Pierre d'Avignon, ça aide quand même un peu à la sourire, mais pas seulement. Oui. Vous vous cantonnez au rôle de spectateur, ou bien, comme pour la littérature, vous êtes passé de l'autre côté du miroir? Ah non. Là, non. Je me contente d'être spectateur, oui. Et ça aussi, bon, le fait que nous soyons venus à Rochefort-du-Gard, c'était une volonté de nous trouver proches d'Avignon. Parce que depuis, je crois, les années 90, tous les ans, nous venions pour le Festival d'Avignon. Donc là, maintenant, nous sommes sur place et on se régale. Voilà, mais pas seulement au mois de juillet, quand même. J'imagine que Ah oui, votre oui. saison théâtrale Bien sûr, se disperse un peu plus sur Bien sûr. l'année, peut-être Nous avons- ailleurs qu'à Avignon aussi. Nous avons la hein. chance d'avoir Avignon, mais aussi des salles au Thor, à Vedène, etc., où nous avons à Carpentras aussi. Donc, Voilà, je trouve qu'on ne parle pas assez de ces petites salles qui font un bel effort pour le théâtre, avec des petites compagnies, voire des compagnies d'amateurs, où c'est peut-être même- là que se situe... oui, et puis même de grandes compagnies qui viennent au Thor ou à Vedène. Là, ce sont de très belles salles d'ailleurs. Enfin, vous ne ferez jamais le pas de monter sur scène. Ça ne me tente Peut-être pas. pas. Donc, vous n'êtes pas tenté par ça. Non. Pour en revenir à l'écriture, vous avez publié d'abord 2 recueils de nouvelles, hein, Menteur et puis La Demoiselle de Sauveterre, qui Oui. sont parus tous les deux aux éditions Jet d'encre. Alors, un mot peut-être sur ces 2 recueils? Oh, ce sont des recueils de nouvelles. Bon, c'est difficile de résumer. Disons que j'ai voulu écrire le premier recueil sur le thème du mensonge, des petites trahisons, mais toujours sur un ton quand même léger, pas tomber dans le pathos. Oui, c'est un peu votre marque de fabrique, ça, quand même. Hein. Oui, voilà, oui. Oui, il faut le dire. Je ne suis pas du tout dans la tragédie, dans le polar noir, etc. Non. Il y a toujours une petite note d'humour qui vient égayer l'histoire. Et le second recueil, là, je l'ai écrit complètement ici. Le premier, certaines nouvelles avaient été écrites déjà en Belgique. Mais le second a été écrit complètement ici. Et donc, ce sont 12 histoires de femmes qui se situent toutes dans la région. Dans la région, Voilà, Sauveterre, La Demoiselle de Sauveterre, c'est une des nouvelles de ce recueil qui est donc qui a eu et qui a toujours d'ailleurs pas mal de succès. J'étais un peu surpris parce que les gens habituellement sont un peu réticents pour les nouvelles. J'ai eu un de mes frères qui m'a dit pour les 2 premiers recueils, mais bon, tu vas écrire un roman quand? Parce que bon, les nouvelles, bon... Oui, c'est un peu le même rapport que pour le court-métrage Ouais, au cinéma. voilà. Hein, ouais. Voilà. Voilà. Donc, vous avez quand même fini, cédant aux instances de votre frère, peut-être, par écrire un premier roman chez le même éditeur, qui s'appelle, donc, le roman s'appelle Tu reviendras. Alors, je ne l'ai pas lu, mais j'ai cru comprendre qu'on était dans une tonalité un peu plus sombre, quand même. Oui, plus sombre, mais quand même qui se termine bien sur une note optimiste. C'est un roman qui n'est pas un policier. C'est un journaliste qui reprend une enquête, qui reprend une ancienne enquête pour faire toute la lumière possible sur la disparition d'une petite fille qui a disparu 25 ans auparavant. Donc, il va reprendre cette enquête et on va suivre cette enquête avec lui, dans laquelle il va découvrir des secrets de famille, des choses assez compliquées. C'est vrai, un peu noir à certains moments, mais il y a toujours Voilà. des petites notes d'humour. On a l'air quand même un peu. Oui, voilà. Voilà. Et puis enfin, donc, il y a quelques semaines, ou quelques mois, non, c'était il y a quelques semaines. Quelques oui. semaines, Oui, voilà. oui. Charlemagne et moi, chez Complice Éditions. Alors, c'est une histoire totalement rocambolesque. Alors, vous voyez, quand vous me dites que
que vos premiers pas dans la lecture ont été Tintin et Spirou. Voilà, j'y retrouve effectivement un peu un esprit bande dessinée dans ce Charlemagne et moi. Donc, histoire totalement rocambolesque qui commence par le déménagement à Rochefort-du-Gard d'un instituteur belge qui prend sa retraite. Et vous avez le culot d'affirmer en 4e de couverture que le roman n'a rien d'autobiographique. Non, effectivement, dans le sens où ce qui arrive à cet instinct ne m'est pas du tout arrivé à moi. J'ai simplement puisé dans mon vécu, dans ma vie personnelle, quelques éléments, comme cet instinct épouvantable que le héros, la directrice de l'institution, celle qui lui donne le goût de Charlemagne. La planche. Non. Quand il est à l'école primaire, il rencontre une institutrice épouvantable. J'ai rencontré un instituteur que j'ai connu pendant 4 ans aussi, et qui était, lui, fan de la guerre 40-45, parce qu'il était officier de réserve, il avait vécu la guerre, donc à tout bout de champ, à tout moment de la journée, il sortait des anecdotes de la guerre 40. Ça a eu l'effet inverse sur moi. Moi, je suis devenu anti-militariste, alors que Abel, lui, est fan à son tour de Charlemagne. Voilà, alors vous pouvez peut-être nous donner un résumé finalement quand même, pour nous mettre un peu plus l'eau à la bouche. Oui, vous en avez déjà... C'est très difficile à résumer quand même. C'est encore plus difficile que celui d'André Poirot. Oui, sans déflorer l'histoire, parce que, bon, évidemment, il y a... Mais donc, c'est un style qui part à la retraite, un peu dans des conditions auxquelles il ne s'attendait pas, mais il part à la retraite, et il avait sa maison à Rochefort-du-Gard, donc il décide d'aller s'y établir comme il l'avait prévu, mais peut-être un peu plus tard. Mais dès les premiers kilomètres de son voyage en camping-car, il va rencontrer déjà un personnage qui est un peu curieux, puisque une jeune fille qui est là sur le bord de la route, qui semble complètement paumée. Il va s'apercevoir que cette jeune fille n'est pas quelqu'un de tout à fait banal, et puis ça va continuer. Dès qu'il va arriver à Rochefort-du-Gard, il va rencontrer des personnages qu'il ne s'attendait pas du tout à voir là. Un fils qu'il n'avait plus vu depuis de nombreuses années, avec qui il n'avait plus de contact, et puis continuellement, ça va être des rencontres au niveau des voisins, au niveau de personnages qui se promènent à Rochefort-du-Gard et pour lesquels on se demande bien ce qu'ils fabriquent là. Et donc, il va être entraîné dans une espèce de spirale dans laquelle il va essayer de survivre, tant bien que mal, vraiment porté par les événements qui vont l'entraîner de plus en plus loin. Oui, voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont l'histoire va crescendo. On sent que ce pauvre homme qui au début maîtrise quand même un petit peu les événements, à la fin, voilà, il se laisse porter par une espèce de vague de folie qui est autour de lui. Et la conclusion est quand même assez originale. En sachant que tout ce qui va lui arriver va, de près ou de loin, le relier à son idole, Charlemagne. Oui, il y a quand même Charlemagne est le fil conducteur. Ah oui, c'est le fil conducteur. Le fil conducteur de ce roman. Donc je me suis basé là pour écrire sur des faits historique. C'est un fait historique. Cette donation de Charlemagne, cette chapelle que Charlemagne a offerte à Rochefort-du-Gard, ça fait partie de l'histoire. Maintenant, il y a d'autres éléments qui font partie de la légende de Rochefort-du-Gard, avec peut-être certains petits appuis historiques. Mais donc voilà, on s'amuse.
Je me suis amusé avec ça. On le sent tout à fait. Et le lecteur s'amuse beaucoup aussi. Alors, vous parliez tout à l'heure de tous ces personnages là, qui gravitent autour d'Abel Lurette. Donc, il y a sa sex-friend, Marie-Noël, son fils Thomas, sa copine, et puis Zoé, Didier, Solange, etc. Comment est-ce que vous avez construit ces personnages ? Comment est-ce qu'on fabrique un personnage ? Vous avez une petite fiche là pour chacun en disant voilà, son profil psychologique, c'est ça. Exactement. Au moment où le personnage apparaît, parce que à la différence peut-être de Paul, moi j'ai un fil conducteur. André, pardon. J'ai un fil conducteur. Ouais. Hein, je sais où je vais. Je ne sais pas comment. Et ça vient en cours de route. Ouais, alors, chaque fois qu'un personnage arrive, je le construis. C'est-à-dire que je lui fais une fiche, je lui donne un âge, je lui donne des caractéristiques physiques, je lui donne un métier. Enfin, je le fais vivre. Hein. Je ne vais pas me servir de tout ça dans l'histoire, mais le personnage, je le vois. Et donc ça m'aide après pour le faire évoluer dans l'histoire. Alors ce sont tous des personnages éminemment sympathiques. Le seul qui soit vraiment antipathique, c'est le père d'Abel Lurette. Est-ce que vous avez un problème à régler avec le vôtre ? Mais non, là, pas du tout. Là, c'est certainement pas quelque chose qui relève de l'autobiographie. Oui. Alors au moment du roman, il est décédé depuis longtemps, mais il est odieux ce type. Ah oui, c'est un personnage épouvantable. Oui, on a l'impression que vous avez concentré sur lui toute votre... Oui, pourtant, très honnêtement, je ne connais personne. Je n'ai pas été inspiré par qui que ce soit. À la différence de l'institutrice, de la directrice, etc. Là, ce sont des personnages... qui m'ont été un peu inspirés par des gens que j'ai pu rencontrer. Mais... Bon, ça me rassure. Moi aussi, j'ai peur qu'il s'inspire de son futur éditeur. Ça m'a fait peur. Ça aurait pu aussi. Ça m'a fait peur. Oui, bien sûr. Alors, ce roman, c'est aussi pour vous l'occasion d'évoquer votre village d'adoption, donc Rochefort-du-Gard, où on semble être bien accueilli, enfin aussi bien accueilli qu'on soit instituteur belge ou punk à chien. Ah, tout à fait, oui. Ça se passe vraiment comme ça, à Rochefort. Oui. Moi, je dois dire que je me suis senti très rapidement intégré à la commune. Non, vraiment, c'est un village où on se sent bien, où on est bien accueilli. Moi, je suis tout à fait bien intégré dans le village. C'est vraiment un plaisir. Ouais. Alors, on sent quand même bien aussi qu'à travers de cette histoire loufoque, là, qui est loufoque, mais qui est aussi tendre et drôle, c'est quand même un message d'humanité et de tolérance que vous voulez faire passer, là, et par les temps qui courent, c'est vital, peut-être. Oui, et ça fait vraiment partie de moi, toute cette histoire de cohabitation, d'habitat groupé, d'écologie, etc. Oui, ça fait partie de moi. La solidarité, je suis très sensible à ce domaine-là. Oui, c'est sûr que j'ai fait, en arrivant ici, j'ai fait pendant 9 ans du bénévolat au Secours catholique d'Avignon, parce que c'est quelque chose qui est en moi. Ouais, c'est dans vos veines, ça. Voilà, oui. Et ça transparaît, voilà. Et je trouve que ça donne beaucoup de profondeur à ce roman, en fait. On peut avoir une lecture au premier degré, et c'est extrêmement agréable, mais voilà, ce message implicite d'un appel à l'ouverture d'esprit, à l'humanisme, voilà, je trouve que ça rajoute quand même de la profondeur. Donc, la fin est totalement inattendue, alors je donnerai pas d'informations, même sur la torture. Voilà, on peut simplement dire, vous venez de le dire, voilà, que ces personnages vont se retrouver dans une sorte de phalanstère, enfin une communauté post-68arde. Il y a un peu de ça. C'est quelque chose dont vous auriez rêvé, ça ? Non, pas du tout. Non. C'est le genre de choses que j'ai pu connaître, oui, à cette époque. Oui, mais
Voilà, mais qui reste de l'ordre de l'utopie sympathique. Voilà, exactement, oui. Voilà. Oui. D'autres projets littéraires en cours, Jean-Marie Paulet? Oui, oui, j'ai un roman qui démarre là. Je peux pas encore en dire grand-chose parce que j'en suis à... C'est encore vraiment tout à fait en gestation. C'est embryonnaire encore. Oui, tout à fait. Je suis en train de construire des choses. Bon, j'écris des bouts par-ci, par-là. Ça va se mettre en place progressivement. D'accord, donc on peut éventuellement envisager une nouvelle visite à la radio en même temps qu'André Poirot au début de l'année prochaine. Peut-être, mais moi je ne me mets jamais la pression quand il s'agit d'écrire. Ouais. J'essaye d'écrire tous les jours, mais si je n'écris pas pendant une semaine, je n'écris pas pendant une semaine. Ouais. Donc je prends le temps. Il faut que ça reste un plaisir. En tout cas, c'est un plaisir qui est partagé par les lecteurs. Oui. Bon, merci beaucoup pour ce roman tout à fait réjouissant. Alors, je vous rappelle le titre, c'est Charlemagne et moi, qui est paru chez Complice Éditions, la maison d'édition de Gérard Rodger, qui nous fait le plaisir aujourd'hui d'accompagner ses auteurs. Alors, un mot sur l'actualité de Complice, peut-être, Gérard. Alors, je sais que c'est toujours assez foisonnant, l'actualité chez Complice. Voilà, en particulier un événement dans très bientôt, le 5 juin, dans la grotte de Trabuc, c'est ça? C'est cela, oui. Nous allons organiser avec les grottes de Trabuc un premier... Bon, c'est pas un festival du livre, c'est 10 auteurs qui vont dédicacer dans la grotte, enfin dans l'entrée de la grotte. Alors c'est une grande première, ça n'a jamais été fait pour le coup. On va mêler le monde étrange de grotte au monde étrange des écrivains, parce que c'est deux mondes parfaitement étranges, justement. C'est le terme qu'il faut employer, sombre de temps en temps, mais aussi parfaitement éclairé parfois. Donc je crois que c'est deux mondes qui peuvent se mélanger très bien, et c'est une expérience, ma foi, intéressante à vivre, et nous faisons ça, donc effectivement, le 5 juin, l'après-midi, donc de 14 à 18h, aux grottes de Trabuc à Mialet. Voilà, André Poirot sera là, et puis aussi un certain nombre d'auteurs que nous avons reçus dans cette émission. Oui, nous avons 10 auteurs. Donc nous avons Jacques Chapuis qui est venu ici, je crois, pour 2 livres différents. Françoise Dussault, Hervé Grimal, Gérard Guy, qui est animateur, me semble-t-il, à RGO, sans vouloir le citer. Géraldine Magny, qui a fait un livre qui a été préfacé par Alexandra Lamy, dont nous avions annoncé la sortie ici même 2 ans avant. Voilà, que j'ai reçu aussi. Voilà, qui est venu aussi. Al Martin, qui est venu également ici. Françoise Nunes, qui... a une particulière, en plus d'écrire des livres, elle travaille aux grottes de Trabuc. Donc elle sera sur place. Il y a André Poirot, donc, qui est ici. Marielle Salté-Boisson, qui est donc qui est aussi ici, mais qui est restée muette aujourd'hui. Voilà, qui est co-éditrice, correctrice, et qui s'occupe du comité de lecture de Complice Éditions. Comité de lecture, 40 personnes quand même. Aujourd'hui, ça rigole plus. Il y a même une membre du comité de lecture dans la salle ici. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui l'émission est presque en public. Oui. Voilà. Et puis moi-même, parce que j'ai fait un livre de blagues pour accompagner mes auteurs. Très bien. Des parutions peut-être chez Complice? Oui, on a quelque chose dans les tuyaux. On a un livre qui va beaucoup plaire, je pense. Enfin, il nous a plu. Voilà, on a un de nos auteurs qui s'appelle Françoise Dussault, qui avait envie d'écrire un livre sur les Cévennes, parce que tous ces livres étaient écrits ailleurs. Et elle nous a fait un magnifique clin d'œil. Donc ce livre se passe au Plantier, et particulièrement au hameau de Monteil. Donc si on regarde dans une maison d'édition. Non, mais dans une maison qui ressemble franchement à la maison d'édition. Donc on a retrouvé notre appartement avec plaisir. Et donc ce livre-là bien sûr, il sort bientôt. C'est un magnifique clin d'œil, c'est aussi un magnifique livre. C'est un livre d'amour pour changer, une histoire dans le temps d'un amour perdu et retrouvé peut-être. On faut pas en dire trop non plus. Mais voilà, c'est le premier livre qui se passe au hameau de Monteil, au Plantier. Donc c'est un événement historique. Je crois qu'il faut le dire. Première mondiale. Oui, première mondiale. Et RGO, comme d'habitude, on l'annonce. Bien sûr. Voilà. Merci. Ça, on a 4 ou 5 livres dans les tuyaux dont je peux pas trop parler parce qu'ils sont pas encore assez avancés. Voilà, on en reparlera à la rentrée. Oui. Voilà, la voix au chapitre s'éteint pour aujourd'hui. Merci à Gérard Rodger de Complice Éditions. Merci. André Poirot, Saltan pour les jumeaux. Merci. À Jean-Marie Paulet pour Charlemagne et moi. Merci à vous. Et merci aussi à François Casemayor, sans qui nous aurions souffert d'une extinction de voix aujourd'hui. Et puis, merci surtout à vous tous, auditeurs fidèles. On se retrouve le mois prochain, même endroit, même heure. Au revoir à tous.